Nous avons donc avec nous, au titre de l'Assemblée de la Polynésie française, M. Léon Théfault, chargé de mission. Vous commencez à le connaître maintenant. Au titre de la vice-présidence ministre des Solidarités en charge de la famille, de la condition féminine des personnes non autonomes et des relations avec les institutions, Madame Ahourat Temarou, conseillère technique, qui est là au milieu. Au titre de la délégation interministérielle aux handicaps et à l'inclusion, Madame Nathalie Salmon Houdry, déléguée, et Madame Tatiana Chan, sa collaboratrice. Et au titre de la direction du travail, nous avons Madame Laetitia Hiou, notre directrice, qui est au fond. Certainement que d'autres invités vont venir. Pour le moment, voilà ceux qui sont avec nous ce matin. Je vous rappelle également à vous, membres de l'institution ainsi qu'aux invités, les droits que vous pouvez exercer vis-à-vis des photos, le droit à l'image, vous en avez, et rappeler à nos invités que les interventions le débat de ce matin ne sera tenu que par les membres. Donc, à l'ordre du jour, nous avions prévu 3 points. Étude avant adoption du projet d'avis sur le projet de loi du pays portant modification du titre 1 du livre 3 de la partie 5 du Code du travail relatif aux travailleurs handicapés, en premier point. Ensuite, présentation du syndicat intercommunal de gestion de la fourrière animale, SIGFA, et de leurs actions. Et ensuite, s'il y a des questions diverses, vous pourrez les poser. Donc, pour le premier point, pour l'étude avant adoption du projet d'avis sur le projet de loi du pays portant modification au titre 1 du livre 3 de la partie 5 du Code du travail relatif aux travailleurs handicapés, j'invite les rapporteurs, Messieurs Heirangi Nouveau et Jean-Michel Ancin, à me rejoindre en tribune et à donner lecture du projet d'avis. Messieurs, je vous donne la parole. Bonjour Madame la Présidente, bonjour chers collègues, bonjour les invités. Objet de la saisine. Le président de la Polynésie française soumet à l'avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française un projet de loi du pays portant modification du titre 1 du livre 3 de la partie 5 du Code du travail relatif aux travailleurs handicapés. Grand 2, contexte et objectifs. La formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources et d'intégration sociale de l'ensemble des personnes en situation de handicap participent d'une obligation d'intérêt général sous la responsabilité de la Polynésie française, prévue par la délibération numéro 82-36 du 30 avril 1982 modifiée, relative à l'action en faveur des personnes handicapées. À ce titre, plusieurs dispositifs de soutien en faveur de leur insertion sociale et professionnelle ont été mis en place, lesquels sont notamment inscrits dans la délibération de 1982 précitée et dans le Code du travail polynésien, titre 1 du livre 3 de la partie 5. Le CESEC a eu à de nombreuses reprises l'occasion de souligner que la concrétisation de l'obligation d'emploi dans les entités du secteur privé et du secteur public
constitue un vecteur majeur d'insertion économique et sociale des personnes porteuses d'un handicap et représente une étape essentielle dans le but de protéger et d'assurer la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux. Il considérait même dans son avis numéro 35/2020 du 12 février 2020 que l'enjeu majeur en matière de handicap est celui de l'insertion professionnelle. À ce jour, l'article LP 5312-4 du Code du travail dispose que le taux d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est fixé à 4% de l'effectif total des salariés pour les employeurs du secteur privé, mais également du secteur public, occupant au moins 25 salariés. Ce taux a été institué en 2007 par la loi du pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007 modifiée, relative à l'emploi des travailleurs handicapés, qui prévoit également des astreintes financières pour les employeurs qui ne satisferont pas à leurs obligations. Toutefois, à titre transitoire, un taux de 2% a été fixé pour les années 2007 et 2008, puis prolongé dans le cadre de plusieurs lois du pays, dont la dernière en date reportait le taux de 2% jusqu'en 2023, suivant les modalités suivantes. Pour les employeurs dont l'effectif est compris entre 25 et 50 salariés, obligation d'employer au moins un travailleur handicapé pour une durée de travail cumulée au moins égale, équivalente à 50% d'un temps complet. Pour les employeurs de plus de 50 salariés et plus, le taux d'obligation d'emploi est fixé à 2% de l'effectif total de leurs salariés. Aussi, selon l'exposé des motifs, le projet de loi du pays propose de pérenniser le dispositif transitoire actuel ainsi qu'il suit. Petit 1. S'agissant des entreprises dont l'effectif est compris entre 25 et 49 salariés, la disposition actuelle est maintenue, à savoir l'obligation d'employer au moins un travailleur handicapé pour une durée de travail cumulée au moins équivalente à 50% d'un temps complet. Petit 2. Concernant les entreprises dont l'effectif est de 50 salariés et plus, il s'agit d'encadrer le taux d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés dans une proportion comprise entre 2 et 4% de l'effectif total des salariés des entreprises concernées. Pour compter de 2024, ce taux est maintenu à 2%. En effet, plutôt que de présenter un projet de loi du pays à chaque échéance pour reporter l'application du taux de 4%, le pays propose de soumettre à l'appréciation du Conseil des ministres le soin de moduler le taux de base de 2% d'obligation d'emploi à la hausse lorsque les conditions à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés sont favorables. Grand 3. Observations et recommandations. Le projet de loi du pays appelle, de la part du CESEC, les observations et recommandations suivantes. Premièrement, sur le nouveau cadre juridique relatif au taux d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. 1.1. S'agissant des éléments chiffrés proposés, depuis la mise en place de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le CESEC a rappelé de manière constante que l'exécution de la politique et de la réglementation applicable en matière d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap devait faire l'objet d'un suivi, d'une évaluation et d'un recueil des données statistiques précises. En effet, il est primordial de disposer d'un bilan fiable et exhaustif, ainsi que d'une cartographie, répartition par commune, précise des travailleurs handicapés pour apprécier la nécessité de modifier le dispositif et de conduire son évolution en faveur de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, en concertation avec le monde de l'entreprise. L'exposé des motifs accompagnant le projet de loi du pays fait état d'un certain nombre de données chiffrées. Pour l'instant, ces chiffres sont incomplets et ne constituent pas des éléments probants en relation directe avec les objectifs recherchés et les motifs de la modification proposée. Tout au plus, ces données viennent confirmer que le taux de 4% ne sera pas appliqué de sitôt, le taux transitoire de 2% n'ayant lui-même jamais été atteint depuis 2007, tant au niveau du secteur privé
1,68% de l'effectif total des entreprises en 2021, que dans le secteur public, soumis à l'obligation seulement depuis 2017, et pour lequel ce taux est de 1,85% en 2022. En outre, ces chiffres démontrent une fois de plus que 83% des 7 271 personnes reconnues aptes à travailler en qualité de personnes en situation de handicap ne sont pas sur le marché du travail, que cela soit au niveau de la demande ou en tant qu'employés. Et sur les 372 travailleurs handicapés employés dans le secteur privé en 2021, il est toujours impossible de savoir comment ils sont répartis et selon quel secteur d'activité. À nouveau, le CESEC souligne que le caractère incomplet de ces statistiques ne permet pas d'établir des conclusions fiables sur les niveaux et conditions d'insertion professionnelle et de justifier en connaissance de cause de la véracité des taux aujourd'hui retenus, 2% pour le taux plancher et 4% pour le taux plafond. Le CESEC constate enfin que pour la catégorie des entreprises de moins de 50 salariés, une distorsion apparaît entre les entreprises de 25 salariés avec un taux d'emploi de 2% et celle de 49 salariés avec un taux d'emploi de 1% pour l'embauche d'un travailleur reconnu handicapé à hauteur des conditions proposées. 1.2. S'agissant de la proposition de pérennisation du dispositif transitoire, en l'état, l'institution relève à la lecture de l'exposé des motifs que pour l'heure, le taux de 2% appliqué depuis plus de 15 ans est maintenu afin d'affirmer une réelle volonté de concrétiser l'insertion des travailleurs handicapés sans mettre en péril les entreprises, que cela soit en termes de création de postes ou sur le plan financier pour ces dernières. Selon cet exposé, 39% des entreprises tenues à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés s'acquittent de la participation financière pour un montant total de 75 millions de francs par an. Enfin, le CESEC s'interroge sur les modalités d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions qui s'appliqueraient, selon l'article LP2 du projet de texte, au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés de l'année 2024. En effet, au terme des dispositions transitoires prévues à l'article LP 5312-35 du Code du travail, ces derniers apporteraient sur les années 2017 à 2023. 1.3. S'agissant des modalités de revalorisation du taux d'obligation par arrêté pris en Conseil des ministres, tel que proposé, le projet de texte renvoie le soin au Conseil des ministres de revaloriser le taux plancher de 2% d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour atteindre le taux maximum de 4%. Au terme de ces nouvelles dispositions, la revalorisation tient compte des conditions favorables à l'insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés et du nombre de demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés. Pour ce faire, le CESEC relève que la modulation du taux s'effectuera selon les modalités et une liste de 4 indicateurs fixés par le projet de texte. S'agissant des indicateurs retenus, le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, le CEFI, précise que le premier indicateur relatif au nombre de personnes reconnues travailleurs handicapés orientés en milieu ordinaire peut être obtenu auprès de la COTOREP. Le CEFI est également en mesure de fournir le nombre par type d'aide, de mesures d'aide à l'emploi en faveur des travailleurs handicapés, ainsi que la progression du nombre de travailleurs handicapés inscrits au service en charge de l'emploi par catégorie de reconnaissance, âge et qualification professionnelle. Toutefois, il reconnaît que l'administration manque de données concernant le nombre de financements des aménagements des locaux ou postes de travail nécessaires à l'embauche ou au maintien dans l'emploi d'un travailleur handicapé. En effet, le pays ne connaît pas à ce jour les besoins des entreprises en la matière, étant donné que le pays n'est pas en capacité de dédier un budget à cet aménagement de postes de travail. L'institution relève en effet que les textes doivent être rédigés afin d'encadrer la bonne utilisation du Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
le FIPTH, dont une partie des recettes est affectée à l'aménagement des postes de travail. Enfin, il est relevé que le pays ne dispose pas actuellement des données de la Caisse de prévoyance sociale. Le CESEC s'interroge donc sur le caractère pertinent des indicateurs retenus et de la capacité du pays à les réunir pour une analyse exhaustive. Ils apparaissent en outre parcellaires dans la mesure où seules sont retenues les données concernant les personnes ayant entamé une démarche auprès du CEFI, soit 20% des personnes reconnues travailleurs handicapés. Quid, une fois de plus, des 80% des personnes reconnues travailleurs handicapés par la Cotorep, ne faisant l'objet d'aucun suivi de la part de l'administration. Par ailleurs, l'institution constate que ces indicateurs demeureront incomplets tant que l'arrêté d'application relatif aux aides pour l'aménagement des postes de travail ne sera pas adopté. Tel que prévu, la décision d'augmenter le taux relèvera in fine du Conseil des ministres en lieu et place de l'Assemblée de la Polynésie française, et ce, sans consultation préalable des divers acteurs concernés. Dans ce cadre, le CESEC relève que la fédération Teniu-Oteuma préconise que le Conseil du handicap, dont elle est membre, soit également destinataire des éléments transmis à la direction du travail, et ce, dans l'objectif de respecter les prérogatives du dit Conseil, conformément à son arrêté fixant sa composition, ses attributions et son fonctionnement. L'institution note également de la part de la Fédération que le nombre de personnes reconnues travailleurs handicapés orientées en milieu adapté par la Cotorep doit également être pris en compte parmi les indicateurs prévus par le projet de texte. Le CESEC invite le pays à se rapprocher de la fédération précitée pour la prise en compte de ces éléments. Enfin, le CESEC s'interroge sur l'intérêt pour le pays de pouvoir se référer à la progression du taux d'emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés dans l'administration, qui s'est fixé l'objectif de 4% en 2028 pour moduler le taux d'emploi applicable aux entreprises privées. L'institution considère en effet que le secteur privé et le secteur public se distinguent de par leurs activités respectives, le privé s'inscrivant dans une logique de rentabilité au travers d'une production, de vente ou de prestation de services, tandis qu'un organisme public assurera des missions de service public pour l'intérêt général. Les enjeux sont donc ici différents en matière de recrutement. 1.4. Concernant les employeurs assujettis, pour mémoire, et ce, conformément aux préconisations faites à de nombreuses reprises par l'institution, la loi du pays numéro 2018-1 du 4 janvier 2018 a porté à diverses adaptations au dispositif d'obligation d'emploi des travailleurs porteurs d'un handicap afin de renforcer la participation de la Polynésie française à l'insertion professionnelle et sociale de ces travailleurs. En effet, la Polynésie française et ses établissements publics à caractère administratif sont également assujettis à cette obligation d'emploi au terme de l'article LP 5312-1 du Code du travail. Aussi, afin d'être en cohérence avec les dispositions précitées, le CESEC préconise que le terme « entreprise » utilisé au premièrement de l'article LP1 du projet de loi du pays soit remplacé par celui d'employeur. Enfin, le CESEC considère toujours qu'une obligation d'emploi des personnes porteuses de handicap doit s'appliquer à tous les employeurs, et notamment aux administrations de l'État et des communes. Il rappelle à cet effet que la Polynésie française n'étant pas compétente en matière de fonction publique communale et de l'État, les conditions et modalités de cette obligation méritent d'être déterminées en concertation avec les autorités compétentes et les partenaires sociaux. Point 2. Sur l'urgence d'un plan d'action visant à rendre efficiente la politique de l'emploi en faveur des travailleurs handicapés. Tel que proposé, le projet de loi de pays a pour unique objet de revoir le cadre juridique de la fixation du taux d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
2.1. S'agissant d'un nécessaire plan d'action, pour le CESEC, ce taux est fixé en matière d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, constitue un objectif à atteindre, mais il doit pousser les différents acteurs, et principalement le pays, à chercher des solutions pour l'atteindre. Afin d'orienter, de mesurer et d'améliorer l'efficacité d'une politique publique quelle qu'elle soit, tout objectif doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie avec un véritable programme d'action et des indicateurs de performance. Dans son exposé des motifs, le pays rappelle lui-même que pour souscrire à la double exigence visant à promouvoir l'inclusion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés et à contribuer à la performance des entreprises, il convient de mettre en œuvre rapidement un plan d'action visant à rendre efficiente la politique de l'emploi en faveur des travailleurs handicapés. Parmi les actions envisagées figurent notamment l'accompagnement actif des travailleurs handicapés ainsi que celui des entreprises. Pour le CESEC, il est urgent que ces actions attendues depuis un certain nombre d'années se concrétisent pour favoriser et développer les conditions d'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. En effet, il est récurrent de constater que les employeurs ne trouvent pas toujours de candidatures de travailleurs porteurs de handicap en capacité d'être insérés dans le monde du travail. L'institution rappelait d'ailleurs dans ses précédents avis que les difficultés d'intégration de ces personnes étaient multiples. Niveau de qualification inférieur à la moyenne, parcours scolaire difficile, difficultés financières, etc., etc. Bien que l'insertion professionnelle des personnes handicapées ait fait l'objet de quelques avancées, telles que l'extension de l'OETH à la fonction publique du pays en 2018 ou le cumul de l'allocation aux adultes handicapés AAH en 2020 avec un revenu professionnel, l'institution réitère certaines de ses préconisations en la matière, notamment celles visant un rapprochement du monde du handicap de celui des employeurs. 2.2. S'agissant des mesures d'accompagnement, d'information et de communication, l'institution rappelle que le dispositif d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap doit être complété par de véritables mesures d'accompagnement, tant au niveau des personnes concernées qu'au niveau des employeurs et du monde de l'entreprise. Pour le CESEC, la cellule d'insertion des travailleurs handicapés du CEFI ne répond pas à ses missions d'insertion professionnelle et est dans l'incapacité de fournir des chiffres ainsi que des bilans fiables concernant l'insertion et la mise en œuvre des dispositifs prévus pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. L'institution estime en effet que ce service public doit pouvoir répondre aux besoins de proximité des personnes en situation de handicap, des entreprises, des organismes de formation, des acteurs de l'emploi et de la santé au travail. Cette cellule doit notamment pouvoir intervenir directement auprès des entreprises pour les aider à recruter ou maintenir dans l'emploi des salariés handicapés, avec notamment une analyse des postes de travail, des profils et des compétences des demandeurs d'emploi, une évaluation des besoins d'adaptation de la situation de travail, auprès des personnes en situation de handicap pour les aider à se former, trouver un emploi ou créer leur entreprise. Ces interventions doivent faire l'objet d'une évaluation précise et annuelle en vue d'établir des statistiques de suivi de l'insertion des travailleurs handicapés concernant notamment le nombre de travailleurs handicapés insérés par an, les secteurs d'activité, la situation géographique par commune, l'accompagnement et le suivi de l'insertion par catégorie de travailleurs handicapés, etc. Par ailleurs, l'institution considère que cette cellule doit intervenir plus concrètement auprès des employeurs sur le terrain, et ce, en partenariat avec le monde associatif. Elle doit être l'interface entre l'employeur et le travailleur handicapé. À ce titre, le CESEC rappelle qu'il avait émis un vœu, numéro 1-/2017 du 17 août 2017, portant sur la mise en place d'un schéma pluriannuel du handicap en Polynésie française. En outre, l'efficacité de l'action du pays doit reposer sur un partenariat fort déployé sur l'ensemble du territoire avec tous les acteurs institutionnels et associatifs du secteur. Il s'agit d'atteindre et de s'assurer, par une multiplication de ces partenariats, un suivi de l'ensemble des personnes reconnues travailleurs handicapés. Aussi, le CESEC recommande de renforcer les moyens, notamment financiers, des associations œuvrant pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Enfin,
Des campagnes de communication doivent s'effectuer sur le terrain pour rappeler les droits et les devoirs des personnes en situation de handicap et des employeurs. Ces campagnes doivent notamment porter sur les mesures politiques qui ont été introduites, telles que celles sur le cumul de l'AAH avec un salaire, ainsi que sur les divers services et mesures d'aide à l'emploi destinés aux travailleurs et aux demandeurs d'emploi en situation de handicap. 2.3. Concernant la Cotorep, ce projet de loi de pays est encore l'occasion pour le CESEC de rappeler ses observations sur le rôle et les missions de la Cotorep. Il considère en effet que cette entité doit se recentrer sur ses missions originelles attachées au travail et non au social. En outre, pour lui permettre une véritable analyse des capacités de la personne porteuse d'un handicap à s'insérer dans le monde du travail, le recours à un médecin de main-d'œuvre est nécessaire au sein de la Cotorep. Pour le CESEC, ce médecin doit être capable de renseigner l'employeur sur les aptitudes au poste du travail des personnes reconnues travailleurs handicapés. Il convient enfin de souligner qu'actuellement, les décisions de la Cotorep ne se prennent que sur dossier. Sur le FIPTH. Enfin, l'institution relève que le FIPTH est actuellement évalué à 366 millions de francs et que, comme indiqué précédemment, des textes seront rédigés afin d'encadrer sa bonne utilisation. Pour le CESEC, l'arrêté d'application doit être rapidement pris en Conseil des ministres pour permettre la délivrance des aides à l'aménagement au poste de travail. Conclusion. Le projet de loi de pays a pour objet de revoir le cadre juridique de la fixation du taux d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. En effet, il propose de pérenniser les dispositions transitoires de cette obligation, fixant un taux de 2% pour les employeurs de plus de 50 salariés et inscrivant au sein du Code du travail un dispositif prévoyant, premièrement, pour les employeurs de 25 à 49 salariés, le maintien du dispositif actuellement en vigueur, à savoir l'obligation d'employer au moins un travailleur handicapé pour une durée de travail cumulée au moins équivalente à 50% du temps complet. Et deuxièmement, pour les employeurs de plus de 50 salariés, l'obligation d'employer des travailleurs handicapés dans la proportion minimale de 2% de l'effectif total de leurs salariés. Ce taux peut faire l'objet d'une revalorisation fixée par arrêté pris en Conseil des ministres pour atteindre le taux maximum de 4%. Le CESEC a eu à de nombreuses reprises l'occasion de souligner que la concrétisation de l'obligation d'emploi dans les entités du secteur privé et du secteur public constitue un vecteur majeur d'insertion économique et sociale des personnes porteuses de handicap et représente une étape essentielle dans le but de protéger et d'assurer la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux. Aussi, sur le nouveau cadre juridique relatif au taux d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'institution considère que les chiffres présentés aujourd'hui par le pays sont incomplets et ne constituent pas des éléments probants en relation directe avec les objectifs recherchés et les motifs de la modification proposée. L'institution souligne à nouveau que le caractère incomplet de ces statistiques ne permet pas d'établir des conclusions fiables sur les niveaux et conditions d'insertion professionnelle et de justifier en connaissance de cause de la véracité des taux aujourd'hui retenus, 2% pour le taux plancher et 4% pour le taux plafond. L'institution relève que pour l'heure, le taux de 2% appliqué depuis plus de 15 ans est maintenu, afin notamment de ne pas mettre en difficulté les entreprises, que cela soit en termes de création du poste ou sur le plan financier. L'institution s'interroge sur le caractère pertinent des indicateurs retenus pour la revalorisation en Conseil des ministres du taux d'obligation et de la capacité du pays à les réunir pour une analyse exhaustive. L'institution considère toujours qu'une obligation d'emploi des personnes en situation de handicap doit s'appliquer à tous les employeurs, et notamment aux administrations de l'État et des communes. Pour le CESEC, il est urgent qu'un plan d'action attendu depuis un certain nombre d'années se concrétise pour favoriser et développer les conditions d'insertion des personnes porteuses de handicap dans le monde du travail. L'institution estime dans ce cadre que la cellule d'insertion des travailleurs handicapés du CEFI ne répond pas à ses missions d'insertion professionnelle et qu'elle est dans l'incapacité de fournir des chiffres et des bilans fiables concernant l'insertion et la mise en œuvre des dispositifs prévus pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. En outre,
l'efficacité du plan d'action du pays doit reposer sur un partenariat fort, déployé sur l'ensemble du territoire avec tous les acteurs institutionnels. En ce sens, le CESEC recommande de renforcer le financement du secteur associatif. Il s'agit d'atteindre et d'assurer un réel suivi de l'insertion professionnelle de l'ensemble des personnes reconnues travailleurs handicapés. Enfin, des campagnes de communication doivent s'effectuer sur le terrain pour rappeler les droits et les devoirs des personnes en situation de handicap et des employeurs. Sous réserve de la prise en compte des observations et recommandations qui précèdent, le Conseil économique, social, environnemental et culturel émet un avis favorable au projet de loi du pays portant modification du titre 1 du livre 3 de la partie 5 du Code du travail relatif aux travailleurs handicapés. Merci bien, messieurs les rapporteurs. À présent, j'ouvre la discussion en général. Mesdames et messieurs les conseillers, je vous donne la parole. Raymonde, oui. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous les collègues et bonjour à nos invités. Je voudrais tout d'abord, avant que ne soient posées des questions, remercier au nom de la Commission Madame Henriette Camien, qui n'est pas membre de la Commission, mais qui a pu nous apporter un éclairage en tant que présidente de la Fédération New Otehuma. Et par son éclairage, justement, elle a pu nous permettre d'avoir des pistes de réflexion concernant justement l'insertion des personnes travailleurs handicapés, reconnus travailleurs handicapés, puisque son pôle insertion a pu permettre de former, de suivre et de placer des personnes travailleurs handicapés dans des entreprises ou entités adaptées. C'est à ce titre et au nom de la Commission que je voudrais la remercier. Merci, Présidente. Merci bien. Thierry, oui. Bonjour et merci pour la parole. C'est un sujet qui, au niveau des employeurs, revient tous les ans, parce qu'effectivement, depuis l'origine du texte, tous les ans se posait la question du renouvellement de la dérogation. Et ça se passait toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'au mois de septembre-octobre, on alertait le gouvernement en disant qu'est-ce qui se passe l'année prochaine. Suite à ça, il y avait ou pas de débat d'ailleurs. Certaines fois, c'était renouvelé automatiquement. D'autres fois, on disait oui, mais quand même, vous comprenez, il faudrait faire quelque chose, etc. Sauf qu'une fois que le texte passait, il ne se passait rien pendant les 9 mois suivants, en gros, pour résumer un petit peu ce qui se passait à cette époque-là. Et donc, cette année, on a voulu prendre le problème différemment. Nous avons réuni nos adhérents sur le sujet et constaté qu'il n'y avait pas une mauvaise volonté des entreprises pour embaucher les handicapés, mais il y avait des freins et qu'il fallait lever ces freins pour que le problème s'améliore. Et donc nous nous sommes rapprochés de la déléguée interministérielle et également des associations d'handicapés et ça aboutit à une proposition de plan d'action qui leur a été communiquée sur lequel on a commencé tous à travailler. Bon, pour l'instant, le seul point qu'on a pu concrétiser, c'est d'organiser des job dating qui ont eu lieu, il y en a eu 2, je crois, qui ont eu lieu, à ma connaissance, depuis. Pourquoi ? Parce que l'insertion, ce n'est pas un problème de taux, c'est un problème, effectivement, de frein à lever. Pour qu'on puisse avoir embauché une personne porteuse de handicap dans une entreprise, d'abord, il peut se poser des problèmes de formation, effectivement, de formation initiale, mais aussi de formation à l'insertion dans l'entreprise, et pour lequel nous sommes convaincus que le milieu adapté peut permettre de mener ensuite des handicapés au milieu ordinaire, si c'est fait de manière correcte. Donc ça, c'est effectivement une discussion qu'il y a avec le CEFI également sur comment arriver à avoir des personnes qui aient des formations adaptées aux besoins des entreprises. Le deuxième point qu'on a pu soulever assez rapidement aussi, surtout le ressoulever des personnes handicapées, c'est tout simplement le problème du transport aussi, qu'il ne faut pas oublier. Parce que ce n'est pas tout de dire on aménage les locaux de l'entreprise, mais encore faut-il que la personne puisse venir dans l'entreprise. Et là aussi, on a pu constater beaucoup de freins concernant les déplacements. Et puis, un troisième problème trop souvent ignoré, c'est l'insertion ensuite. Et il faut quand même rappeler qu'il y a différentes catégories de handicap, et que ce qu'on peut constater, c'est que les handicaps moteurs ou sensoriels sont des handicaps lourds, mais qui sont handicaps qui sont compris par les gens en termes d'insertion.
quelqu'un qui voit mal, quelqu'un qui entend mal, on comprend, et c'est la situation, et ça ne pose pas trop de soucis ensuite dans l'intégration. Par contre, les autres types de handicaps, qui sont des handicaps, je rappelle, mentaux, psychiques ou sensoriels, ça demande vraiment beaucoup d'accompagnement parce que c'est souvent incompris de la part des collègues de travail, incompris sur le principe, mais incompris aussi sur savoir comment réagir en cas de problème. Donc tout ça pour dire que, et ça nécessite, et on a commencé à discuter avec les associations d'handicapés, qui déjà le font d'ailleurs assez régulièrement, qu'il ne suffit pas de faire un contrat de travail à un travailleur handicapé, mais il faut aussi l'accompagner et accompagner aussi les collègues de travail de façon à ce que cette insertion se passe correctement et en bonne intelligence. Donc c'est un problème qui est complexe, je veux dire, effectivement, qui demande de la coordination entre les entreprises, le CEFI, les associations, de façon à ce qu'on puisse avancer. Et donc, nous, on appelle de nos voeux à ce qu'on se revoie avec la délégation interministérielle, avec les associations, sur la base un petit peu du plan d'action que nous, on avait proposé et qui avait été relativement adopté lorsqu'on s'était vu, de façon à ce qu'on puisse avancer sur le sujet et que le problème de taux, ça soit un problème qui soit annexe. Je veux dire, si on gère bien le problème, à la rigueur, le problème de taux, il n'existe pas. Je veux dire, la plupart des entreprises, ça ne pose pas de souci d'embaucher les travailleurs porteurs de handicap, avec juste un petit bémol, c'est qu'il y a quand même des secteurs pour lesquels c'est difficile, notamment parce que quelquefois, l'obligation d'insertion, elle se heurte à un problème d'obligation de sécurité aussi. Un exemple qui a été cité, par exemple, c'est le transport maritime. Quelqu'un la navette qui fait Tahiti-Montréal, c'est évident que les gens qui y travaillent, nécessairement, il faut qu'ils puissent être capables de secourir en cas de problème les passagers, et que quelquefois, c'est pas facile. Donc, il y a certains secteurs pour lesquels c'est plus difficile, mais globalement, nous, on est convaincus qu'on peut avancer sur le sujet, mais qu'effectivement, il fallait gommer cette histoire de taux qui polarisait chaque année le débat, pour passer sur un débat sur les plans d'action à mener pour qu'on avance sur le sujet. Voilà, merci. Merci bien. Christophe? Bonjour Madame la Présidente, bonjour chers collègues, bonjour aux invités. Je vais essayer de vous retranscrire un petit peu ce qui s'est passé dans la commission et surtout des intervenants qui sont venus nous voir et nous expliquer un petit peu la problématique de l'insertion des travailleurs handicapés au sein des entreprises du secteur privé. Je commencerai d'abord par dire que je suis d'accord avec mon collègue du MEDEF, puisque nous avons eu un certain nombre de réunions, et notamment avec les associations. C'est toujours avec les associations que ça commence, hein, toujours. Et je peux dire qu'effectivement, je soutiens ce que disait tout à l'heure Raymond. On a quand même un tissu associatif qui défend les handicapés en Polynésie qui est extraordinaire, qui est très, très active, très punchy, Raymond, et qui vraiment se bat au quotidien pour faire cette insertion. Donc on a cette chance-là déjà. Alors après, effectivement, aujourd'hui, on est réunis pour régler le problème du 2% récurrent qui était tous les ans remis en balance, comme l'a dit mon collègue M. Moser. Donc effectivement, on va mettre un ami favorable sur le 2%, parce que de toute façon, on ne sait pas trop s'il faut faire plus, moins, rien. Donc aujourd'hui, le vrai fond du problème, il est l'insertion des travailleurs handicapés. Et aujourd'hui, la difficulté des employeurs à recruter, c'est la problématique de l'insertion et par le service qui s'en occupe. Et moi, je retiens que dans ce projet d'avis, on a été vraiment jusqu'au bout de l'analyse de ce qu'on pouvait faire dans le temps qui nous était imparti. Aujourd'hui, l'insertion des travailleurs handicapés doit passer par la cellule insertion du CEFI. Quand on a posé la question à cette cellule de venir s'expliquer, de nous donner des chiffres, nous n'avons pas eu de chiffres. Aujourd'hui, on est incapable de dire combien de travailleurs handicapés il y a par commune, par secteur d'activité. Et vous le verrez dans le texte, on a relevé quelques questions. On n'a eu aucun chiffre, à part les chiffres globaux qui nous disent 39% des entreprises préfèrent payer que d'embaucher. En gros, c'est ça qui se passe. Et moi, je suis catastrophé de ce taux.
Vous vous rendez compte, un tiers des entreprises préfèrent payer que d'embaucher un travailleur handicapé. Donc ça, pour moi, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il faut aller voir ces entreprises, leur dire mais pourquoi vous payez au lieu d'embaucher? Et donc c'est là qu'on a un vrai problème d'insertion. La cellule des travailleurs handicapés est incapable de nous donner quoi que ce soit. On a demandé une deuxième fois de venir nous donner des éléments, on n'a pas eu ces éléments. Donc aujourd'hui, on a besoin d'une cellule qui soit forte, professionnelle, aux côtés des entreprises, et on le met dans la vie, aux côtés des associations, qui soit l'interface et qui anime cette insertion, comme ça se passe partout ailleurs. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas cet interlocuteur. Alors, on pourrait dire, est-ce que c'est des moyens? Est-ce que le CEFI manque de moyens? Là, j'ai envie de vous dire, on sait ceux qui n'ont pas de moyens. La direction du travail n'a pas de moyens. Ils n'ont rien. Et puis, c'est une volonté politique, visiblement, qu'ils aient rien. Tandis que le CEFI a tout. Pléthore d'effectifs. C'est-à-dire, j'aimerais savoir combien ils sont au CEFI pour répondre avec des ordinateurs aux annonces que l'on met, au service de l'emploi. Parce que quand vous mettez une annonce, c'est un ordinateur qui travaille et qui vous répond, qui vous dit, voilà, il y en a tant, vous avez demandé un ouvrier en bâtiment, on vous envoie un pâtissier. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Donc j'essaye de faire un peu d'humour pour détendre un peu tout le monde, mais je vois que ça ne vous fait pas rire du tout. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on ne peut pas dire que le CEFI n'a pas les moyens pour accomplir cette mission. Encore une fois, c'est une volonté politique. Et donc, si on ne restructure pas cette cellule, on se retrouvera comme ce qu'on disait il y a déjà 15 ans, et ce que vient de vous dire M. Moser, le pourcentage c'est bien, la vraie insertion c'est mieux. Et quand nous on fait nos réunions avec les associations, et notamment Henriette, je me rappelle de la dernière avec Frédéric Doc, et on a dit alors, qu'est-ce qu'on a comme élément pour pouvoir travailler? Ben, on s'est tous regardés dans les yeux, et puis on s'est dit, il n'y a pas d'éléments. On ne sait pas combien de travailleurs. On sait bien dans le bâtiment combien il y a de travailleurs qui veulent travailler dans le bâtiment, dans le commerce. Tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas par quelle catégorie, A, B, C, combien il y en a. On n'a rien. Donc, comment voulez-vous parler de pourcentage et d'insertion quand vous n'avez aucun élément? Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du pourcentage, mais que le CESEC ait l'intelligence de faire le point sur la situation de l'insertion des travailleurs handicapés à cette occasion, ça nous permet de redire qu'aujourd'hui, le travail n'est pas satisfaisant pour l'insertion des travailleurs handicapés en Polynésie française. Voilà la position, Madame la Présidente, que nous aurons sur ce texte. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Monsieur Christophe, quelqu'un d'autre? Méré. Merci, Présidente. En fin de compte, je voudrais corriger. Les 39% des entreprises qui payent, ce n'est pas qu'elles préfèrent, c'est qu'elles n'ont pas le choix, en fin de compte. Elles ne trouvent pas, en fin de compte, de personnes qui soient adaptées au poste. C'est ça aussi, c'est un problème de formation. Mais dire qu'on préfère payer l'amende, non, c'est faux. C'est faux. On voudrait bien employer, mais on n'a pas le vivier. Merci. Raymond. Merci, Présidente. Je rejoins l'analyse de Méré. Je pense qu'en fait, les entreprises sont forcées de payer quand elles ne trouvent pas de travailleurs handicapés à pouvoir employer. C'est un peu pour ça que nous avons mis au sein de notre avis de faire référence à un médecin de main-d'œuvre qui puisse nous dire quelles sont les compétences, quelles sont les aptitudes du travailleur, dans quelle catégorie la personne doit être placée et quels sont les postes qu'il pourrait occuper et qui demandent certainement des aménagements.
C'est aussi pour ça qu'on demande de sortir l'arrêté d'application concernant justement le fonds d'insertion des travailleurs handicapés pour les aménagements de postes. Parce que si ça n'est pas fait, le patron il aura des difficultés à insérer le travailleur. Quelqu'un qui était intervenu avait aussi dit que, comme M. Mousser l'a rappelé, qu'il pouvait y avoir des difficultés pour les employés d'accueillir cette personne reconnue travailleur handicapé. La personne nous avait même parlé de conflit à propos de l'emploi d'un travailleur handicapé. Par exemple, dans une entreprise où il fallait accueillir une personne aveugle, eh bien, les croyances ont fait que si on accueillait cette personne, il allait y avoir un mauvais mana, quoi, dans l'entreprise. Et ça, c'est malheureux. Donc, il faut expliquer pour changer les mentalités, pour accueillir. Comme ça a été fait, vous savez, au niveau des écoles, il faut apprendre aux enfants la tolérance. Tout comme dans nos entreprises ou dans nos administrations, on doit aussi apprendre à accepter les personnes qui sont différentes de nous. Merci, Madame la Présidente. Merci bien. Monsieur Christophe? Je voudrais revenir sur le taux des 39%. Oui, évidemment, les 39%, ce n'est pas des gens qui disent on va faire un chèque, etc. Mais le problème des 39%, c'est que personne ne sait rien sur le 39%. Si vous connaissez des informations sur le 39%, on ne les a pas. Quel secteur dans les 39% ne peut pas embaucher? Pourquoi ils ne peuvent pas embaucher? Parce qu'en plus, on a 300, Raymond l'a rappelé, on a plus de 360 millions d'aides à l'adaptation au poste qui ne peuvent pas être utilisées. Il y a aussi ça. Donc, le problématique, c'est dans quel... il a parlé du transport maritime, mais on peut parler d'autres secteurs. On ne sait pas aujourd'hui. On ne sait pas et on ne peut pas utiliser l'argent pour faire une aide aux entreprises pour adapter les postes. Donc, on est dans un flou artistique. Et là, c'est là qu'il faut se poser la vraie question. C'est pourquoi on est dans ce flou artistique depuis 20 ans, 30 ans? Alors que depuis que l'obligation existe, on a les moyens et on a des gens qui doivent travailler sur le sujet. Aujourd'hui, voilà, 39%, voilà, ça ne veut rien dire. Effectivement, elle a raison. Il y a des entreprises qui pourraient embaucher et puis d'autres qui ont plus de mal. Mais on ne sait rien du 39%. On ne sait pas qui c'est. Merci. C'est bon? Vous avez tous donné vos avis. Alors, si c'est cela, je vous propose de passer à l'adoption du projet d'avis alors. Je demande à l'assesseur de le faire. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Donc, les débats ont été rapides. En espérant que le vote sera aussi voilà, rapide. Voilà. Tout d'abord, donc, on va procéder au vote des présents en première partie et à la suite, on va procéder au vote des procurations. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, le projet d'avis qui vous est présenté aujourd'hui, qui est favorable? Levez les doigts. Diana Yenko, Edgar Tayatua, Moana Mamatui Houtapu, Martin Neza, Maeva Van, Mere Trouillet, Andrea Royau, Christophe Play, Sandra Labey, Tahia Changtien, Joël Carillo, Raymond Raoul, Macalio Folitou, Ina Outia, Alain Teurier, Yvette Temauri, Patrice Pohoué, Patrick Galnon, Beiria Tehe, Félix Fong, Avaiki Teuiau, Le Gaïk Vaitia, Moya Pereire, Marguerite Lai, bonjour. Mayana Mombridge,
Karel Luciani, Louis Provost, Henriette Camien, Thierry Mosser, Tekinui Porlier, Herani Nouveau, Jean-Michel Ansin, Voltina Romatarwa Dauphin, Patricia Ter-Iter Ahomia, Hawata Maximilien, Lucie Tifna. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, unanimité. Donc, nous allons procéder au vote par procuration. Monsieur Marc Barcinas a donné procuration à Monsieur Maximilien Hawata. Bon. Pour. Merci. Monsieur Jean-François Benhamza a donné procuration à Monsieur Christophe Play. Monsieur Diego Lao a donné procuration à Madame Méré Trouillet. Monsieur Christophe Montfort a donné procuration à Madame Voltina Romataro Dauphin. Madame Léna Normand a donné procuration à Madame Tahia Chanktien. Madame Isabelle Tribuc a donné procuration à Madame Andrea Royhau. Monsieur Marotea Vitrac a donné procuration à Madame Raymond Raoul. Et Monsieur Stanley Elacotte a donné procuration à Madame Moya Perret. Voilà, Madame la Présidente, tous les votes se sont filmés. Et ainsi que la commission avec la présidente du monde de la cellule technique pour le travail fourni. Merci beaucoup à En deuxième partie, chers membres, nous avons prévu une présentation du syndicat intercommunal de gestion de la fourrière animale, SIGFA, et de leurs actions. Nous aurons 5 minutes de pause, le temps que les intervenants se mettent en place et qu'ils arrivent. Merci.